du 20 au 26 décembre. La semaine ORL. Opération Radio Libre. En 2008, je réalisais avec Franck Mélier une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la radio libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et l'agglomération toulousaine, il devait y avoir une quinzaine de radios. Ça, ça devait être en 82. Attention, quoi, hein, parce que j'ai des cassettes. Quand on fait le son radio libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole, alors. Paris, Bordeaux, Le Mans. Et après, j'ai su qu'effectivement, l'émetteur était à Paul-Sabatier. Ouais. Toulouse Sud Fréquence, à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre. Les 40 ans, l'interview. Je m'appelle Michel Matt, je suis actuellement chargé d'action culturelle à la mairie de Toulouse, plus précisément au service de l'animation socioculturelle, chargé de suivre des opérations dans le domaine des arts vivants et j'ai en charge également une petite mission autour de veille autour de la culture jeune, des cultures jeunes, c'est-à-dire de veille permanente sur les phénomènes émergents dans la culture jeune, dans le graphisme, dans la musique, dans la danse et des choses comme ça. Je suis arrivé à Toulouse en septembre 82 pour m'inscrire à la faculté d'histoire au Mirail. Et en même temps, une amie m'a conseillé de faire de la radio et m'a présenté à une personne de Canal Sud qui s'appelle Tatane, qui tient un magasin de disques aujourd'hui qui s'appelle Armadillo, rue du Pharaon. Et donc je suis rentré à Canal Sud après avoir fait une maquette, parce qu'à l'époque on devait présenter une maquette, on avait 30 minutes de studio pour présenter quelque chose qui puisse séduire le comité d'écoute de la radio. D'accord. Et donc en octobre 82 j'étais à l'antenne avec une émission qui s'appelait Jazz Hilarant et qui était une émission avec des pastiches de romans policiers, des nouvelles radiophonies qui étaient des pastiches de romans policiers des années 40, ponctués de musique et de jazz que j'allais enregistrer dans les clubs de jazz de Toulouse. C'était une émission de théâtre radiophonique dans lequel j'intégrais de la musique, plutôt. Le but c'était plutôt d'abord de pasticher le roman policier américain, et j'introduisais dedans du jazz pour donner de la couleur musicale. Et c'est par l'écriture que j'ai été repéré à l'intérieur de la station pour faire d'autres choses. Je ne peux pas, Georges Pompidou, ne pas souligner le rôle, en pareil cas difficilement évitable, 1968, mais néfaste, de radio qui, sous prétexte d'information, enflammait, quand elle ne provoquait pas. Entre la diffusion du renseignement et la complicité, entre le souci de recueillir les explications des manifestants et l'appel à la manifestation, il n'y a qu'un pas, et qui fut franchi, parfois, allègrement. Bien sûr, c'est de bon ton de parler de 68, mais il faut remonter plutôt au milieu des années 70, au moment où des groupes de gauche critiques, de féminisme, écologie, tout ce qui tourne autour de l'objection de conscience de l'insoumission, la lutte contre le montage de centrales nucléaires, ici dans la région Midi-Pyrénées contre Golfech, mais en Lorraine, en Alsace, il y avait d'autres combats, en Bretagne aussi, et puis des mouvements syndicaux libertaires qui s'agglomèrent et qui vont créer plus tard le mouvement Sud. Il y avait les homosexuels, il y avait beaucoup de gens qui revendiquaient un espace d'expression. Alors il y a eu un grand mouvement de journaux au milieu des années 70 et de journaux libres, d'expression libre, et vers la fin des années 70, vers les années 78, on a vu apparaître un peu partout en même temps un mouvement de radio. Alors il y a eu Radio Bleu à Montpellier qui était des jeunes giscardiens, il y a eu Radio Verte Fessenheim
En Alsace, il y a eu Radio Lorraine Cœur d'Acier qui protestait contre des fermetures d'unités sidérurgiques. Il y a eu Radio Verte à Paris à l'initiative de Brice Lalonde. Et il y a eu à Toulouse Radio Barbe Rouge qui venait du milieu anarcho-syndicaliste dans lequel on trouvait beaucoup de gens, des anards, des Mao, des trotskistes, des gens de la CFDT, des écolos, des féministes, les gens du phare, de Front d'Action des homosexuels. Il y avait plein. Il y avait une effervescence autour de la revendication d'expression de gauche, dans lequel qui a fondé le départ des radios locales. Donc on s'est installé chez Jean Herdernalier le 13 mai 1977 et ça a été la première émission de Radio Verte qui avait 80 watts et qui a couvert toute la région parisienne. Et comme les techniciens de TDF n'étaient pas au courant, il n'a pas été brouillé. Radio Verte, 89 MHz. En cas de brouillage, cherchez-nous ailleurs sur votre cadran. Radio Verte Fessenheim entre 100 et 104 MHz le dimanche matin de 11h à midi et le vendredi de 19h45 à 20h45. Le week-end dernier s'est tenue à Reims une réunion nationale des radios libres abordant les problèmes juridiques tels que la répression qui les frappe de plus en plus durement. Une vingtaine de radios représentant l'ensemble des régions françaises et des avocats étaient présents. Après est venue une deuxième vague très très rapide, c'est-à-dire 83-84, qui a poussé la musique. Et ces deux mouvements ont continué côte à côte pendant une décennie. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste, on ne sait pas. Toujours à l'écoute de l'émission spéciale Le Carrefour des radios libres, avec ce matin sur 102 MHz, l'association Radio Fil Rose et Radio On se débrouille. Hélène. Ah, Hélène. Le duplex. Allô, Hélène. Hélène. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Bien. Bon, de quoi on parlait là, juste à l'instant? 1892, 1893, 1894, 1895. Des milliers et des milliers de récepteurs radio meublent la vie des gens. Objets familiers intégrés dans les habitudes. Ouvrez le robinet à parole directement au-dessus de votre poubelle. Hélène. Les mensonges ne nous concernent pas. De Sud Radio à France Inter, la parole est volée, truquée, aseptisée. Allô, Hélène. 1789, prenons la Bastille. 1978, prenons la parole. Collectif Radio Libre Populaire. Les radios nationales, qu'elles soient de service public ou périphériques, n'accordaient à la parole alternative qu'un faible espace d'expression. Elles pouvaient intervenir dans des émissions de libre parole comme Campus sur Europe 1 ou certaines émissions tard le soir sur France Inter. Il y avait des émissions qui étaient un peu des havres d'expression comme l'oreille en coin du dimanche après-midi sur France Inter. Il y avait des espaces comme ça, ou pas mal d'émissions de Claude Villers sur France Inter. Mais des radios qui étaient fondées sur le fait que les gens pouvaient parler de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils revendiquaient, de leurs combats, de leurs luttes, de leurs aspirations, ça il n'y avait pas en France. Et le mouvement des radios locales arrive pour cristalliser toute une envie d'expression des particularismes. C'est parti. Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h. Première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Quand en décembre 1978, le gouvernement annonce le plan de sauvetage qui prévoit 22 000 suppressions d'emplois dans la sidérurgie, chacun à Longwy sait ce que cela veut dire. C'est le 4e plan en 13 ans, avec le même langage, les mêmes méthodes, licenciement. Créée 6 jours avant la grande manifestation interprofessionnelle pour la sidérurgie, Lorraine Cœur d'Acier se situe dès sa création comme une radio de lutte. La radio, elle permet quoi justement? Elle permet à l'homme de retrouver son identité. Grâce à la radio, enfin moi je le dis, hein. Moi je suis la mineur, moi les îles, moi. Moi on m'a appris qu'à faire des bars, qu'à laminer des bars, laminer des bars, laminer des bars.
Et puis tout d'un coup, avec la radio, les intellectuels que je détestais, parce que j'ai toujours détesté les intellectuels, tout d'un coup, il y a eu la radio, cette confrontation avec ces intellectuels. Confrontation, je dirais même violente à un moment donné. Violente à propos des termes employés. Et on m'a découvert que j'étais un intellectuel comme eux. C'est quand même grave. C'est important, surtout. Et oui, c'est important. Il y a une période qui court de 81 à 83 dans lequel on trouve 3-4 stations. À partir de 83, c'est l'explosion totale. À Toulouse, il y a vraiment une situation exceptionnelle en matière d'occupation de la bande FM par les radios associatives. On se retrouve en 83-84 avec 17 radios de catégorie A. En fait, à l'époque, ça portait pas cette nomenclature, mais en fait, c'était des radios associatives. Alors, il y avait Radio Campos, Radio... Enfin, je me rappelle plus, il y en avait un gros paquet. Toulouse était un peu exceptionnel en France, parce qu'il y a une vie associative riche à Toulouse, du fait qu'il y a une histoire politique intense, qu'il y a un milieu universitaire extrêmement riche, qui a toujours constitué un terreau intellectuel. Dès le départ, dès que les antennes ont été ouvertes, les gens sont arrivés avec des idées extrêmement novatrices et une volonté de péter les codes de la radio de papa, celle de France Inter, d'Europe 1, d'RMC, qui étaient inécoutables. C'est-à-dire que on avait des émissions qui ronronnaient, c'était plan-plan sur les ondes nationales. Et on avait des gens qui voulaient remettre en cause le code radiophonique. Or, le code radiophonique, je ne sais pas s'il peut être tellement repoussé que ça. On peut, à l'intérieur d'une émission, repousser les codes, mais on ne peut pas les briser complètement parce qu'on a un siècle d'existence dans la radio. On a un siècle d'inconscient radiophonique avec des repères très nets. Alors le mouvement de commercialisation des radios, il commence en 84, vraiment. Ouais, 3-4 ans après, avec des gens qui ont eu une politique très agressive. Je me rappelle très bien d'un réseau de radio qui se créait et qui avait appelé à Canal Sud, donc début 84, et qui avait proposé à Gérard Millès, qui était le président, je crois, de la radio, lui avait proposé, alors, si mes souvenirs sont vraiment bons, 100 000 francs de l'époque, en échange de la cession de la fréquence. Et 100 000 francs sur son compte bancaire personnel, en échange de la cession de la fréquence, lui devant se charger de faire admettre ça à son conseil d'administration. Cette conversation a été enregistrée et nous l'avons diffusée à l'antenne à l'époque. Ah, ok. Ça avait beaucoup fait plaisir. C'est un scandale, quoi. Non, ça n'avait pas fait de scandale parce qu'en réalité tout le monde se foutait de tout. Oui. Mais donc on a déjà vu en 84 des radios réseaux qui se mettaient en place et qui ont eu une politique très agressive de rachat de fréquences des radios qui battaient de l'aile. Or, Canal Sud ne battait pas de l'aile en 84, au contraire, elle était très offensive. C'était une époque où elle monte en charge sur le plan de son identité politique. La fin de Canal Sud, enfin la fin de son âge d'or, c'est vraiment 88, où là il y a toute une génération qui quitte les commandes et qui passe le relais. Deux ans à Canal Sud comme animateur et pour cette émission que je réalisais donc en 82 et à partir du mois de décembre 82 les responsables de la station de l'époque, Jean Samouillan, Gérard Millès,
en écoutant ce que j'écrivais, mes sketchs radiophoniques, mes nouvelles, m'ont demandé de rentrer au journal de la station. Et comme mes études d'histoire prenaient l'eau à la fac, et comme on disait à la fac que j'écrivais pas bien, et moi j'étais convaincu du contraire, j'ai préféré intégrer le journal de la station en bénévole, pur, en profitant des bourses. Et donc pendant 1 an, j'ai animé le journal du soir et du matin. La matinale, je le faisais le vendredi, voilà. Mais comme journaliste, alors là, par contre, je fais du reportage et du bureau, et c'est en 84 que je suis rentré dans le studio Arcos. Alors, l'Arcos est une idée de Gérard Coulon, qui était à l'époque conseiller technique pédagogique de Jeunesse et Sport. Les conseillers techniques pédagogiques de Jeunesse et Sport ont été un corps d'État qui ont pas mal œuvré dans l'éducation populaire et qui, à la fin des années 70, ont repris à leur compte toute la revendication de communication sociale de proximité, qui aujourd'hui encore est un concept opérant dans la radio associative. Et lui s'est saisi de ce concept de communication sociale pour monter un atelier où l'on formerait des gens à la radio, pour que les antennes de radio soient un peu mieux animées. Pourquoi ? Parce que en 1984, à l'époque où se crée, en 83-84, à l'époque où se crée l'Arcos, lorsqu'on écoutait la bande FM, c'était un joyeux foutoir. On y entendait des émissions qui n'étaient pas tellement structurées. Or, ce qui nous obsédait, Gérard Coulon, moi et des autres personnes qui ont participé à ce centre de formation radio, ce qui nous obsédait, c'était la structure d'une émission. On entendait sur les radios des gens qui arrivaient, qui disaient « Bonjour, c'est Jojo. Ce soir, bien sûr, comme d'habitude, la playlist est faite par Robert. Robert, qu'est-ce que tu as amené ? Robert, je sais pas, mais on va écouter le dernier... Simple Plan, évidemment, ouais, évidemment. Et puis on écoutera après le Strokes, ouais, le Strokes, grand, le Strokes, ouais, très grand, ouais. Et c'était ça à longueur d'antenne. C'était un peu n'importe quoi. Et cela dit, lorsque je fais un tour sur la bande FM, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc cette obsession qu'on avait pour la structure, c'est-à-dire une émission commence par un sommaire où on explique à l'auditeur ce qu'on va lui raconter pendant 1 heure, 2 heures, 30 minutes. Le fait que l'émission soit tenue par des repères horaires, par un niveau de langage qui ne bouge pas d'un bout à l'autre de l'émission, tout ça contribue à rendre l'émission lisible. Et donc pendant des années, le studio Arcos a accueilli des stagiaires qui venaient des radios locales, et on travaillait avec eux, parce que dire qu'on les formait, c'est un grand mot. On travaillait avec les stagiaires autour du concept de structure d'émission. Voilà. Et avec des axes de travail qui étaient la réalisation, la réalisation de l'antenne, comment on réalise à l'antenne, et puis les niveaux de langage et la coloration. C'était, on avait en tête un modèle de radio qui oscillait entre France Culture et Skyrock. C'est-à-dire quelque chose de très agité sur le plan du rythme, du tempo de l'émission, et sur le plan de la formalisation du message, on était beaucoup plus proche de France Culture. C'est-à-dire qu'on voulait mettre en œuvre une forme de radio lisible, intelligente, mais moderne, dans le sens où on ne pouvait pas nier que l'écoute et des médias était une pratique d'auto-zapping permanent, et donc il fallait adapter le tempo des émissions à cette écoute-là. Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus 90 MHz. J'ai connu Radio Campus, moi, lorsque j'étais déjà au studio Arcos. Je n'étais plus dans Radio à Canal Sud. J'ai connu Radio Campus lorsque des stagiaires sont venus se former au studio Arcos d'abord, dans le cadre des formations que nous faisions pour les personnels et pour les bénévoles. On avait un programme de formation qui s'adressait soit
aux bénévoles des radios locales. Alors c'était des stages en week-end, et puis on avait des stages qui étaient plutôt destinés aux jeunes professionnels qui étaient embauchés dans les radios. Et donc j'ai eu à former du personnel de Radio Campus, soit dans des stages qui se déroulaient dans notre studio au Centre culturel Alban Mainville, dans le quartier du Mirail, et j'ai encadré une formation à Radio Campus lorsque ces locaux se trouvaient rue des Lois. Et puis alors surtout avec Radio Campus, nous avons eu une collaboration entre le studio Arcos, le centre culturel et le centre culturel sous la forme d'une émission musicale en public avec Jean-Philippe Birac qui anime ici l'émission Caramel Mou. Nous avions imaginé une émission un peu sur le modèle de ce que fait Isabelle Dordain à France Inter, sur le pont des artistes. Nous invitions 3 groupes de rock toulousains à venir se produire sur la scène du centre culturel et Jean-Philippe Birac animait cette soirée sous la forme d'une émission radio qui était ensuite qui était enregistrée en direct, enfin qui était enregistrée, remontée et passée ensuite sur la scène de Radio Campus. Le programme a duré 1 an. Voilà. Je crois qu'on a réalisé 9 émissions dans ce programme-là, et ça mobilisait quand même pas mal à la fois pas mal d'artistes et à la fois pas mal de gens, puisqu'il y avait outre l'animateur de Radio Campus, tout un personnel technique municipal qui assurait la sonorisation, le studio Arcos qui mixait l'émission en direct. Enfin, c'était une usine à gaz, quoi. Voilà. Cachou Violette et Coton-Tige numéro 3, c'est pour bientôt. En attendant, le numéro 2 est terminé. Et aujourd'hui, il y avait Sweet Misery, Indian Ghost, Abus Dangereux et Spoddy Audi. Merci à eux. L'émission était présentée par Fabrice Gare et Jean-Philippe Birac. Réalisée par Michel Matt. À la console studio, il y avait Jean-Philippe Auré. À la console sonorisation, Hugues Marmet. Aux éclairages, Marc Vergès. Au backline, Daniel Vergne et Marc Martin. Merci au studio Arcos pour le son. Au centre culturel Alban Mainville pour l'accueil. Merci à la communication du service culturel de la ville de Toulouse. Cachou Violette et Coton-Tige sera rediffusé le lundi 7 février à 18h30. Le mercredi 16 février à 17h. Sur Radio Campus, bien sûr. Salut. Bonsoir. Et puis on a également au sein du studio Arcos eu des collaborations lors de nos stages avec des stations de radio toulousaines, et avec Radio Campus on avait un deal, je me rappelle plus exactement lequel, mais on faisait des fins de stage sur l'antenne de Radio Campus. Lorsque nous faisions nos programmes de formation professionnelle longs, on demandait aux stagiaires d'animer une semaine entière à heure fixe une émission en direct qui se déroulait à la fois dans les studios et en duplex avec d'autres lieux de la ville. D'accord. Voilà, donc c'était une émission assez compliquée, une vraie usine à gaz à monter. Voilà, et c'était avec Radio Campus qu'on avait fait ça. Donc il y a eu un lien. Il y a eu un lien entre le studio Arcos et Radio Campus pendant des années. Vous écoutez RC 90, la radio des lézards. En 86, il y avait 10 000 radios associatives en France. Et là, quand même, c'était un chiffre étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, il s'était créé 10 000 fréquences qui avaient surgi de nulle part en France. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de centre de formation radio ou de filière qui avait permis l'éclosion de ça. Non, il y avait vraiment 10 000 personnes. Il y avait 10 000 fréquences, donc on peut supposer qu'il fallait multiplier par 50, voire 100 personnes. C'était un phénomène culturel majeur. Si on le rapproche... il est intéressant de le rapprocher du phénomène du rock.
en France, puisque dans la même époque, c'est-à-dire vraiment au début des années 80 et jusqu'au milieu des années 80, il y a eu une éclosion majeure, vraiment une efflorescence dans le rock. Et le ministère de la Culture a recensé en 88 35 000 groupes de rock qui avaient surgi eux aussi de nulle part sans qu'il y ait de formation. Il n'y avait pas de cours de guitare ni de cours de batterie en France, mais les gens s'étaient mis à jouer de la musique. Il y avait comme ça une effervescence culturelle et qu'on peut vraiment dater. C'est vraiment l'élection de François Mitterrand en 1980 qui crée un appel d'air énorme en matière culturelle de laquelle ont profité les radios, le mouvement musical de la musique amplifiée ou rock comme on veut, le mouvement pictural de la nouvelle figuration qui a amené d'autres choses, le mouvement de la vidéo qui aujourd'hui a permis l'éclosion d'une multitude de télé sur les satellites. Tout ça vient à ce moment-là de cette effervescence de personnes qui ont 20 ans dans les années 80. Et là, par contre, les radios pirates, ce sont des gens qui ont 20 ans, mais en 75. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont 20 ans en 75 ont 30 ans en 85, au moment où la bande FM se remplit de fréquences nouvelles. Et ce sont déjà, pas des vieux, mais ce sont des gens qui encadrent le mouvement. Ce sont des gens qui l'ont encadré et qui l'ont théorisé. C'est le cas d'un Philippe Fraisière à Toulouse, d'un Gérard Millès ou d'un Jean Samouillan, qui à cette époque-là sont déjà passés du côté de la théorie sur la radio. Ils sont opérateurs, ils sont à l'antenne, parfois tous les jours, mais ils ont déjà pris du recul par rapport au mouvement d'expression que les radios représentent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous demander de vous rapprocher. Le 4 mai 1996, à la salle Ernest Renan. Venez donc assister à la fête en chair et en ondes de la radio Canal Sud. Pour 20 francs et à partir de 15h, vous pourrez découvrir les stands de vos émissions favorites, assister à des performances vidéo, de peinture et bien d'autres surprises encore. Tout ceci dans une ambiance de bière fraîche et de bouffe réchauffée. À partir de 20h, les adeptes de musique seront ravis, car en un minimum de temps, vous verrez défiler devant vos yeux ébouriffés, devant vos têtes ébahies, Jean-Marc Leclerc Mammouth, les poils, les armes et cycles, les chouchins de boise, les Asnia Bonbotia Parem, et les 2 fois plus. Tout ceci vous est proposé et préparé par la radio Canal Sud. N'oubliez pas, le 4 mai, à partir de 15h, à la salle Ernest Renan. À ce jour, je sais pas si je suis bien placé, parce que moi j'ai vraiment quitté le milieu quand j'ai eu fini de travailler sur le studio, parce que je suis parti vraiment sur la programmation culturelle et sur l'écriture, c'est-à-dire sur un domaine vraiment très différent. Ce que je vois, c'est que les gens qui ont monté les radios locales dans les années 80 sont toujours aux commandes. Ce que je constate, c'est que c'est un engagement durable. À Toulouse, par exemple, on peut le voir dans les stations qui perdurent aujourd'hui, comme Radio Campus. Il y a des gens que je croise depuis 15 à 20 ans. À Radio Éphémère, c'est pareil. Radio Éphémère est toujours tenue par Philippe Fraisière. Radio Occitanie est toujours tenue par le couple Mimard, l'inoxydable couple Mimard. Ce que je constate, c'est que c'est un engagement dans le temps. Ça, c'est une première chose. Ce qui est étonnant, parce que quand on se remet 25 ans en arrière, un quart de siècle,
il y avait une effervescence, mais il n'y avait pas tellement de... Enfin, on n'était pas parti sur une histoire, une aventure constante. Il y avait beaucoup d'inconstance de la part des opérateurs. C'est-à-dire, un jour je fais de la radio, demain je ferai du rock ou du théâtre ou autre chose, ou de la publicité. Beaucoup de gens de Canal Sud sont partis dans la publicité. Où je gérerai des boutiques de gestion, etc., etc. Et donc, il n'y avait pas nécessairement l'idée que cette aventure allait s'installer dans le temps. Et je me rappelle même qu'après les élections de 1988, qui avaient vu... de 86, des élections législatives, qui avaient vu le retour du RPR à l'Assemblée nationale, et donc un gouvernement de cohabitation avec Jacques Chirac à Matignon et François Mitterrand, il y avait une vraie inquiétude de la part des radios associatives qui se disaient l'aventure va être finie, elle n'aura duré que 4-5 ans. Or non. Et déjà, je me rappelle que certaines personnes de Toulouse, certains opérateurs de radio locale de Toulouse disaient il faut déjà, d'ores et déjà, se préparer à re-rentrer dans une semi-clandestinité et à se préparer à faire des médias de combat social. Donc l'époque n'augurait pas de la constance de l'aventure. Et je suis étonné de voir qu'à Toulouse, il y a 8 radios qui étaient là au début des années 80, qui sont toujours là et qui sont toujours gérées par des gens qui étaient là au départ. Enfin, souvent. Il est certain que de ce point de vue-là, il valait mieux y avoir 20 ans, il y a 20 ans qu'aujourd'hui. C'est vrai pour le sida, c'est vrai pour le chômage, c'est vrai pour beaucoup de choses. Dominique Baudis, le maire de Toulouse, au micro de Radio Info Sida. Alors, plus que des petites phrases, aujourd'hui on a envie d'écrire des paragraphes entiers, puisque le maire de Toulouse nous disait qu'il fallait peut-être aller au-delà des mots, des slogans publicitaires. Nous sommes là pour ça tout au long de cette journée, avec les associations qui sont en train, avec les personnalités qui se mobilisent, avec toutes les radios. Il faut citer France Inter, France Info, RTL, Europe 1, Europe 2, les radios de la ville de Toulouse que vous avez déjà entendu, les radios associatives. Radio Occitanie vient de nous appeler pour nous dire qu'à partir de 13h, ils diffuseraient le programme de Radio Info Sida sur leur antenne. Alors nous adressons un petit coucou à l'équipe parce que c'est vraiment sympa de faire ça, de diffuser une autre radio sur son antenne pendant une journée. Et c'est sur le 98.3, donc vous pourrez à partir de 13h entendre Radio Info Sida sur 107.6 et 98.3. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, l'émission de libre expression qui existait au début des années 80, c'était l'émission de Michel Pollack, Droit de réponse. C'était sur Antenne 2, c'était une émission de télé. Et dont chaque édition du samedi soir donnait lieu à un scandale. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il ouvrait l'antenne le samedi soir, il se demandait s'il n'allait pas avoir un procès le lendemain, le lundi matin. Bonsoir, au sommaire ce soir, donc les radios libres ou les radios pirates si vous préférez, avec parmi nos invités Yvan Levaille, Patrick Meyer, Paul Granet, Félix Guattari, Philippe Gavy, Raphaël Sorin, des animateurs de radio libre, des auditeurs bien sûr, et les dessins de Lou. Ou disons même... Avec des nouvelles du pays? Vous êtes interdit. Voilà, c'est désagréable à l'oreille, mais enfin c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'annulation de fréquences, surtout à Paris. Et je dois vous préciser tout de suite que dans cette émission sur les radios libres, il n'y a pas de radio de Paris. Nous les avons toutes annulées hier, étant donné qu'il y a des dizaines et des dizaines de radios à Paris, dans la région parisienne, et que toutes ces radios voulaient se faire inviter à l'émission et ont fait pression sur nous, se considérant toutes comme indispensables à l'émission, au point que certaines ont donné le numéro de notre émission, le numéro de téléphone de nos
bureau à leurs auditeurs pour qu'ils nous harcèlent. Et je veux dire que voilà, la sanction elle est là, c'est que du coup nous avons annulé toutes les radios de Paris, il n'y a que des radios privées de province. Et ma foi, cela n'est pas pour nous déplaire, après tout, la province a beaucoup de choses à nous dire. Je crois que nous pourrions demander à un journaliste de Libération, Philippe Gavy, qui s'est penché depuis plusieurs années sur le problème des radios libres, de nous dire où on en est aujourd'hui. Alors d'abord, combien y a-t-il de radios libres en gros aujourd'hui, Philippe Gavy? Vous étiez très en dessous quand vous avez dit quelques dizaines de radios à Paris, puisque rien que sur Paris, vous avez 308 demandes de dérogation à cette grande société de gardiennage qu'est le monopole. Et il y a un mois, il n'y en avait que 200. C'est pour dire qu'on en est à 308 pour le moment. Et c'était l'endroit où il y avait de la libre expression en France, mais une vraie une liberté d'expression assez débridée, puisqu'il y avait l'équipe de Charlie Hebdo qui venait y faire le coup de feu, et c'était assez rock'n'roll. Mais c'était le seul endroit. C'était le seul endroit où il y avait une parole débridée. Alors que dès que le mouvement des radios locales se crée, l'expression se débride partout en France. Les gens vont à l'antenne et racontent des conneries, des conneries et des conneries. À Radio Éphémère, il y avait des gens qui au long d'une émission, testaient les différentes marques de colle. Donc ils alignaient comme ça la Lempidol, la Glu, la U, la machin et tout ça, et entre deux disques de punk, ils se faisaient une sniffette de colle et ils disaient celle-là, putain, elle donne, elle déchire. Voilà. Ou il y avait d'autres émissions où on entendait des personnes qui, à l'aide du Larsen, des micros, produisaient le cri des mouettes. Voilà. Et ça durait 1 heure. Pendant 1 heure, on avait le cri des mouettes avec des Larsen des micros. Donc il y avait un joyeux n'importe quoi, qui parfois était vraiment naze, et qui parfois relevait de la recherche un peu d'avant-garde contemporaine. On avait des créateurs sur les radios, des réalisateurs qui faisaient du cut-up, et qui Jean-Luc Galvan par exemple, militant qui ensuite a créé TV Bruit, était un spécialiste du cut-up radiophonique. Donc il faisait partie des gens qui étaient plutôt à l'avant-garde de la recherche sonore. Jean Samouillan, qui est lui-même un émule de Yann Parentoine de France Culture, lui a été un des premiers à travailler les paysages sonores et les plans sonores à l'intérieur de ses émissions. Là, on est très très proche d'une recherche qui rejoignait celle de Godard. Donc, on avait comme ça des gens qui étaient soit dans l'expression débridée, soit dans la recherche esthétique, avant-garde, et Éphémère a été un de ces endroits-là. Alors moi qu'est-ce que ça m'a apporté? D'abord ça m'a fait vivre, hein. C'est-à-dire que le studio Arcos, ça a été mon emploi pendant à Canal Sud. J'ai appris beaucoup, j'ai appris des petits trucs, mais par contre au sein du studio Arcos, ça a été mon boulot pendant 13 ans. Pendant 13 ans, j'ai formé des gens et ça m'a nourri. Première chose, ça m'a nourri physiquement, ça a rempli mon frigo, puis ça m'a nourri parce que j'ai rencontré 3000 personnes qui venaient de partout en France pour se former à la radio, et ça a été un lieu d'échange et un lieu de création. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des antennes nationales, qui sont réalisateurs. Violaine Ballet, qui réalise l'émission La Tête au carré sur France Inter, a découvert la radio chez nous. C'était une étudiante des Beaux-Arts de Montpellier. Elle disait je voudrais faire la radio, mais quoi, je sais pas. Et donc on lui a expliqué ce qu'était la radio. Elle a fait des recherches et elle a construit son parcours professionnel chez nous. Et c'était un lieu d'effervescence et de recherche de forme. Donc ça a été très bien. Moi ça m'a beaucoup nourri intellectuellement. Alors après, qu'est-ce que j'ai amené à la chose? 3000 personnes qui sont passées par les stages que j'ai encadrés, dont certains font toujours de la radio, et dont certains font autre chose, et c'est bien aussi qu'ils fassent autre chose. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre. À 11h, l'interview. Quand on fait le son radio libre,
Pour certains, ça ressemble à une casserole alors. Et à 15h, le programme associé, archives et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 80, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio! Vive la radio libre! Sur Campus FM et au-delà.